Le cheval de dressage doit être actif aux 3 allures en respectant une cadence régulière. Il est dans une position d'équilibre et dans une attitude dite de tension. Par des exercices de changement d'allure appelés transition, le cavalier renforcera son contrôle de l'impulsion et de l'équilibre de son cheval. Ce contrôle est nécessaire pour toute participation à des épreuves sportives, y compris de saut d'obstacles ou de crosse. Ces exercices de transition sont à effectuer avec un cheval échauffé aux 2 mains et sont pour le cavalier un moyen très appréciable de communiquer avec sa monture. Les transitions peuvent être montantes, par exemple du pas au trot pour les plus simples, ou descendantes du galop au pas pour les plus compliquées. Pour réussir des transitions correctes, le cavalier doit être lui-même dans une position d'équilibre, le buste d'aplomb, les fesses également réparties dans la selle, les jambes actives au contact entretiennent le mouvement en avant. Le cheval doit être tendu, sur la main, l'encolure soutenue, le chanfrein en avant de la verticale. Dans les transitions descendantes, la rectitude et l'équilibre sont à privilégier. Les jambes engagent l'arrière-main en le canalisant. Les mains que le cavalier élève légèrement par l'inclinaison de son buste vers l'arrière reçoivent l'impulsion et canalisent les épaules. Lorsque le cheval est effectivement dans l'allure souhaitée, le cavalier cède dans ses aides, c'est-à-dire que ses jambes s'écartent légèrement du corps du cheval et que ses doigts s'entrouvent tout en restant au contact afin d'entretenir l'impulsion. La répétition régulière de ces exercices conduira le cavalier à exécuter des transitions sur un cheval stable et en équilibre. Afin de bien maîtriser cette technique, le cavalier aura avantage à pratiquer des enchaînements de transitions sur des allures simples au pas et au trot avant d'effectuer les mêmes actions au galop. Dans les transitions montantes, le cavalier crée l'impulsion, c'est-à-dire qu'il agit avec le poids de son corps et le mouvement de ses jambes et cède de ses mains en ouvrant les doigts. Le ralentissement ou l'accélération dans une allure sont également des transitions. Le cavalier utilisera les mêmes aides pour parvenir à ce résultat et sera très vite en situation d'intervenir sur la cadence de l'allure. L'arrêt est obtenu par une transition de n'importe quelle allure vers l'immobilité. Pour s'arrêter depuis le trot, le cavalier doit placer son cheval dans un équilibre stable dans l'allure et effectuer ses actions dans le calme. L'encolure du cheval est soutenue et il garde avec la main un contact moelleux tout en cessant d'accompagner le mouvement avec les bras. Le cheval s'arrête dans une attitude d'équilibre, prêt à repartir à la moindre sollicitation de son cavalier. Si le cavalier maintient ses aides, il obtient le reculé du cheval. Un reculé correct s'obtient dans le calme et se fait sur quelques pas seulement avant de remettre le cheval en avant. L'action des aides doit être franche et sans brutalité.
Si la bonne pratique du reculé augmente la mainmise du cavalier sur le cheval et sa maîtrise du mouvement, il ne doit pas être pratiqué avec excès, car il peut provoquer une défense du cheval, pouvant gêner l'évolution du cavalier pour d'autres exercices. À ce niveau de pratique, le cheval est équilibré dans toutes les allures et dans ses déplacements en ligne, ses postérieurs suivent la trace des antérieurs correspondants. Le cavalier doit s'attacher dans tous ses déplacements au trot sur la ligne droite à la rectitude de sa monture. Le travail en ligne étant assimilé et l'équilibre du cheval parfait à toutes les allures, le cavalier va pouvoir effectuer des déplacements latéraux au trot. Traditionnellement présentés en concours de dressage internationaux, les appuyés nécessitent beaucoup de tact et d'adresse de la part du cavalier. Les déplacements latéraux étudiés au pas lors du galop 5 sont plus faciles à effectuer. Le cavalier met en place des aides identiques à celles qu'il avait mis en place lors des déplacements latéraux au pas, en veillant toutefois à ce que son cheval soit toujours dans une impulsion franche grâce à l'action de la jambe située dans le sens du déplacement, l'autre jambe étant en arrière de la sangle. L'action de reine contraire, dont le rôle est de déplacer les épaules du cheval, doit se faire très discrète, afin de ne pas prendre sur l'impulsion. L'inversion du sens de déplacement se fait en inversant les aides. Il est à noter que dans le cas des appuyés, le cheval montre un pli dans le sens de son déplacement, alors que dans le déplacement latéraux tel que nous venons de les aborder, il présente un léger pli contraire au déplacement. Au fur et à mesure de votre progression, s'ajoute dans le fondamental s'équilibrer le contrôle de l'équilibre de votre cheval et la notion de trajectoire. La difficulté d'un parcours de saut d'obstacles dépend non seulement de la hauteur des obstacles, mais aussi de leur disposition et de la nature du sol. La reconnaissance approfondie du parcours est une opération importante que chaque cavalier devra accomplir avec un soin extrême en s'attachant à repérer les trajectoires, l'emplacement des obstacles sur celles-ci et la résistance des barres en cas de toucher. De cette connaissance du parcours dépend l'aisance que le cavalier pourra ressentir pendant l'épreuve. Le cavalier doit être en équilibre dès le début du parcours. Sur l'ensemble du parcours, le cavalier recherche un équilibre, lui permettant de lier ses mouvements à ceux de son cheval et d'intervenir avec ses aides en fonction des situations sans le gêner.
Les éléments participant au geste d'encaissement du saut sont le regard loin devant, les étrivières verticales, le dos plat en conservant l'alignement coude, main, bouche du cheval. À l'abord des obstacles, le cavalier reste très actif et entretient le mouvement en avant de façon à conserver toute la force de propulsion de son cheval, ce qui lui sera nécessaire après le saut pour aborder l'obstacle suivant. Sur les sauts, le cavalier se rapproche de sa selle en conservant la disponibilité du haut de son corps. Il accompagne avec l'ensemble buste, épaules, bras, mains le mouvement de l'encolure en faisant jouer avec souplesse les articulations de ses membres inférieurs. Entre les sauts, le cavalier ne déplace jamais son centre de gravité en avant de celui du cheval afin de pouvoir maîtriser impulsion et direction. Cette attitude conditionne directement l'équilibre du cheval. La cadence est le rythme avec lequel un même membre se pose au sol. Le maintien d'une cadence s'exprime non seulement par une vitesse constante, mais par l'uniformité des foulées dans l'allure. Tout au long du parcours, le cavalier doit veiller à conserver par son attitude la meilleure cadence en conservant le contrôle de la vitesse et de l'équilibre. Pendant la phase de descente, en redressant progressivement le buste, le cavalier conserve son équilibre au-dessus des pieds et peut reprendre rapidement une attitude en équilibre pour intervenir dans la suite du parcours. L'impulsion doit être maintenue tout au long du parcours, par des jambes actives et au besoin par une attitude proche de la selle, favorisant le mouvement du bassin, le cheval restant tendu vers l'avant. Une vitesse régulière doit être maintenue tout au long du parcours pour des raisons de sécurité et pour maîtriser l'enchaînement des obstacles en restant dans le bon équilibre. Un parcours d'obstacles étant un enchaînement de lignes droites et de courbes entrecoupées de sauts, le cavalier est confronté à divers problèmes de direction. Pour tourner efficacement, le cavalier doit se rapprocher de sa selle et anticiper sur le tracé prévu. C'est-à-dire que lorsqu'il entame une courbe, il doit pouvoir situer où il sera à la fin de la courbe. Pour tourner, le cavalier s'assure de l'équilibre de sa monture et regarde dans la direction choisie en fixant, si nécessaire, un point fixe devant lui. Pour tourner à droite, l'arène droite indique la direction à prendre et l'arène gauche contrôle l'équilibre et ajuste la courbe. La jambe intérieure maintient l'impulsion et l'incurvation, tandis que la jambe extérieure tient les hanches. Votre cheval doit galoper sur le pied extérieur à la courbe. S'il galope à faux, imprimez-lui davantage de vitesse afin de l'inciter à changer de pied de lui-même.
L'ensemble des techniques abordées précédemment sont applicables en totalité à l'équitation sur poney. Just starting for point number 19. Next to go for New Zealand number 55. Avant le premier obstacle, la pergola. La difficulté d'un parcours de cross dépend de la distance, du relief et de la nature du terrain, de la vitesse demandée, de la hauteur des obstacles et de leur disposition. Pour réaliser un parcours de cross, le cavalier maîtrise son propre équilibre, l'équilibre de sa monture, le mouvement en avant et la direction en conservant une vitesse soutenue. Il est en accord avec les trois fondamentaux, s'équilibrer, avancer, tourner. L'équilibre du cavalier doit être parfait, de façon à lui permettre de disposer de toutes ses facultés de réaction et de pouvoir, à tout instant, intervenir sur l'équilibre de son cheval. Entre les obstacles, il doit prendre et conserver une position confortable et adaptée à la vitesse, c'est-à-dire une position en équilibre sur des étriers courts, ce qui allège le dos du cheval. Cette attitude au galop lui permet d'équilibrer sa monture, c'est-à-dire de conserver son équilibre latéral et longitudinal dans les tournants, les lignes droites, en montée ou en descente, à l'abord des obstacles ou à leur réception, malgré les variations de vitesse. Sur les sauts, le cavalier prend une position efficace, solide à l'abord et adaptée au profil de l'obstacle. Sa position est souple sur l'encaissement des sauts et active dès la réception de façon à relancer la vitesse ou s'adapter aux variations de terrain avec un redressement du buste dû à l'avancée du bassin et des jambes en place à la sangle. En descente, le cavalier prend une position stable pour contrôler l'équilibre de sa monture en redressant légèrement le buste et en gardant le contact avec la bouche, quelles que soient les circonstances. La détente spécifique, précédée par un échauffement musculaire sur le plat et une phase de galop moyen dont le but est de préparer votre monture à l'effort musculaire qu'elle aura à accomplir, comprend des franchissements d'obstacles, mettant petit à petit celle-ci dans les conditions du cross. Pour le cavalier, la reconnaissance du parcours a pour but de l'imprégner de la configuration du terrain, de repérer les enchaînements d'obstacles et les éventuelles difficultés. Il est très important de connaître le règlement de l'épreuve avant de commencer la reconnaissance. Il ne faut pas se laisser embarquer dans la descente. Le cheval qui aura envie de s'ouvrir pour pouvoir bien décliner le virage. Et on appelle la ça ici. Les chevaux ils sont plus hauts que nous, si vous voulez. Alors, quand même, plus vite, plus tôt que nous, ils voient la réception. Mais ça dit, il faut quand même pas les bousculer sur des obstacles comme ça, pour pas leur faire peur.
À l'issue du parcours, il est impératif de marcher le cheval en main pour favoriser la récupération. Dès que son rythme respiratoire est redevenu normal, le doucher, en fonction des conditions météo, lui passer un couteau de chaleur pour éliminer l'eau en excès et le couvrir avec une couverture ou une chemise en éponge. Le travail à pied fait partie du travail d'un cheval ou poney, de la formation de base jusqu'au plus haut niveau. Il est utilisé comme gymnastique ou comme base de dressage et peut être employé comme détente ou dans certains cas lorsque le cheval ne peut être monté pour cause de blessures par exemple. Le travail à la longe, pour aussi simple qu'il paraisse, demande une bonne connaissance des allures et nécessite de la part du longeur un bon contact avec le cheval. Pour travailler le cheval à la longe, il est équipé de la façon suivante. Un filet avec un mors simple à gros anneau. Un mors aiguille ferait tout aussi bien l'affaire. Il y a sur ce mors de part et d'autre des rondelles en caoutchouc pour adoucir le contact latéral avec la bouche du cheval. Ma longe n'est pas munie de mousqueton, mais comme l'extrémité d'une rêne, de façon à adoucir le rapport avec sa bouche. Le cheval est équipé d'un surfait multi-anneau, de façon à pouvoir positionner à différentes hauteurs l'enrainement. Ce qui par contre est très important, c'est de le protéger au garrot avec un surfait. Le cheval est équipé de guêtres aux antérieurs, de façon à protéger ses tendons, mais il pourrait également être équipé de cloches. C'est utile avec un cheval violent, voire avec un cheval qui a tendance à s'attraper. Aux membres postérieurs, le cheval est protégé plutôt par des bandes de polo, quand nous utilisons de grandes chambrières. Ceci pour que la mèche de la chambrière ne reste pas accrochée dans les boucles de guêtres ou de protège-boulets. Par contre, avec une petite chambrière, le cheval peut être équipé d'une paire de guêtres postérieures ou d'une paire de protège-boulets. Pour cette séance, le cheval est enrainé avec un enrainement 3 points, qui est une rêne allemande avec des fixations à chaque extrémité. Cet enrainement est positionné en triangle inférieur. Il part du surfait à hauteur de la jambe du cavalier, passe de l'extérieur vers l'intérieur dans les anneaux du mors, puis vient se fixer entre les antérieurs. Bien. Avant de démarrer ma séance, je dois mettre ma longe à plat. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Mes pouces bien face à face. Ma main droite peut contrôler le cheval si jamais il veut se porter en avant. Mes pouces face à face, face à face. Maintenant, j'arrive à l'extrémité de ma longe. Je la ramène par en dessous et j'étalonne à hauteur de ma cheville, de façon à ne pas prendre le risque de me prendre le pied dedans. Maintenant, je repars de l'extrémité de la longe en décrivant des boucles, à chaque fois plus petites les unes que les autres. Ceci pour que ma main ne puisse pas être emprisonnée dans la longe au moment où le cheval se porte en avant. Quand je vais longer le cheval, je vais avoir une main de longe, une main de chambrière, pour l'indépendance totale de mes aides. Pour longer le cheval, j'utilise une chambrière télescopique, une grande chambrière. Prolongée d'une mèche qui fait environ 1 mètre de plus en longueur que le manche et qui me permet de toucher le cheval sur le cercle de façon à lui faire respecter mes informations. Bien, avant de démarrer ma séance, je vais amener le cheval au centre du cercle. La chambrière doit être dans mon dos de façon à ne pas inquiéter le cheval. Je vais arrêter le cheval, prendre la longe dans ma main gauche
la chambrière dans ma main droite. Pour mettre le cheval sur le cercle, veillez à établir le contact avec la bouche du cheval sans traction. Ma chambrière est orientée en direction de l'arrière-main. Le cheval, pour se porter en avant, va entendre l'information suivante. Un appel de langue suivi du mot marche. Marche. Si besoin est, léger mouvement de la chambrière derrière l'arrière-main pour inciter le cheval à se porter en avant. Le cheval est encadré entre la chambrière et la longe, mon nombril orienté en direction du surfait. Pour que le cheval aille au bout de la longe, ma chambrière va agir en direction du passage de sangle, associé au mot piste, qui veut dire pour le cheval qu'il doit s'écarter de moi. Le mouvement en avant est entretenu par l'appel de langue et action de la chambrière en direction de l'arrière-main. Deux actions, soit optiques, j'abaisse ma chambrière puis je la remonte au moment de l'appel de langue. Voilà. Ou action de la mèche de la chambrière en direction de l'arrière-main du cheval. Ces mouvements doivent toujours être doux, de façon à ne pas effrayer l'animal. L'objectif, c'est qu'il respecte la chambrière, pas qu'il en ait peur. Actuellement, le cheval marche au bout de ma longe, en rapport constant. Maintenant, je vais demander au cheval de s'arrêter. Il va entendre le mot hausse, suivi, si besoin est, d'un déplacement de ma chambrière en avant du cheval. Ouh, voilà. Le cheval doit s'arrêter, les épaules sur le cercle. Ce qui me permet maintenant de le remettre en avant. Marche. Si le cheval m'avait fait face, il aurait fallu d'abord le remettre sur le cercle, puis reporter en avant. Chaque fois que le cheval réalise quelque chose de bien, il entend de ma part le mot « voilà ». Au contraire, quand le cheval commet une erreur dans son travail, pour le lui faire comprendre, j'utilise le mot « non ». Hein, ceci doit être clair dans la tête du cheval. Je vais le réarrêter. Oup. Deux sons. Un premier son pour prévenir, un deuxième son pour le résultat. Je répète le son. Oup. Si le cheval ne répond pas, ma chambrière va agir en avant du cheval. Si besoin est, je me déplacerai vers l'avant, ma chambrière devant le cheval. Une fois le résultat obtenu, le cheval entend le mot « voilà », puis je me redéplace vers l'arrière-main, appel de langue, action de chambrière, marche. Oup. Non, voilà. Marche. Oup. Maintenant, je vais mettre le cheval au trot. Il va entendre les sons suivants, un appel de langue, suivi du mot « trot », accompagné d'une action de ma chambrière, si besoin est, en direction de son arrière-main. Trot, trot, voilà. Maintenant, je vais ramener le cheval au pas. Deux sons. Le premier sera haut, le deuxième son sera le mot pas. Au pas. Marche. Le cheval a entendu un appel de langue suivi du mot marche si jamais son impulsion mouvement est insuffisant. Quand il a
fait sa transition du trot au pas. Je remets le cheval au trot. Trot. La chambrière vient en support, aide optique. Le cheval a vu le mouvement de ma chambrière. Si le cheval coupe le cercle, je vais agir avec ma chambrière en direction du passage de sangle. Vous voyez, le cheval a agrandi le cercle, il va se retrouver très près de l'obstacle. Comme, comme. Pour guider le cheval vers l'intérieur du cercle, en cadence avec le mouvement, légère pression du pouce sur la longe. Voilà. J'incite le cheval à venir vers moi. Maintenant, je vais lui demander d'agrandir le cercle. Action de chambrière en direction du passage de sangle. Si c'est au contraire un cheval qui a tendance à charger et à emmener, à traverser un petit peu le longeur, au moment où je vais demander au cheval d'agrandir le cercle, piste, piste, ma chambrière, vous voyez, en agissant en avant du cheval, prend sur le mouvement. Non, voilà. Le cheval doit être arrêté droit sur le cercle. Avant de remonter à sa tête, je vais tout d'abord mettre ma chambrière sous mon bras droit, de façon à ne pas effrayer le cheval, en allant avec la pointe de la chambrière dirigée vers lui. En remontant vers le cheval, je vais mettre ma longe en ordre. Mes 2 pouces sont en direction de la bouche du cheval. Je pousse mon bras droit en avant, je ramène ma main gauche, à chaque fois une maille plus courte, car le cheval, sous l'effet d'une frayeur, pourrait se reporter en avant. Il faut à ce moment-là ne pas prendre le risque d'être pris dans sa longe, ce qui sera le cas si elle est mal roulée. Je pousse mon bras droit en avant, je ramène ma main gauche, je pousse mon bras droit en avant, je rentre en direction de la bouche du cheval. Bras droit, je ramène la main gauche, bras droit, je ramène la main gauche. En arrivant à la tête du cheval, je vais mettre ma chambrière sous mon bras gauche, de façon à ne pas le toucher involontairement quand je me mets parallèle au cheval. Maintenant, je vais ramener le cheval au milieu du cercle. L'arrêter. Détacher ma longe. Et voilà. Et la fixer à droite. Maintenant, je suis au centre du cercle. Je dois, avant de me mettre de profil par rapport au cheval, passer ma chambrière sous mon bras droit. Comme ça, je ne risque pas de le toucher involontairement. Je vais mettre maintenant le cheval au pas sur le cercle. Marche. Piste, piste, piste. En ce moment, j'informe le cheval qu'il doit agrandir le cercle et tendre ma longe. Ma chambrière, en même temps que le mot piste, agit en direction du passage de sangle. Voilà. Par le mot voilà, j'ai signifié au cheval que ça y est, il est au bout de sa longe. Pour se déplacer, le cheval mobilise ses membres dans un certain ordre qui caractérise chaque allure et les différencie. Les allures peuvent être naturelles ou artificielles. Pour bien comprendre le mécanisme de chacune de ces allures, vous devez connaître quelques définitions. Un bipède est l'association de membres par paire. Le cheval possède 6 bipèdes. Le bipède antérieur associe les membres antérieurs. Le bipède postérieur associe les 2 membres postérieurs. Le bipède latéral droit associe l'antérieur et le postérieur droit. Le bipède latéral gauche associe l'antérieur et le postérieur gauche. Le bipède diagonal droit associe l'antérieur droit
et le postérieur gauche. Le bipède diagonal gauche associe l'antérieur gauche et le postérieur droit. L'empreinte est la trace du posé de chaque pied. La battue est le bruit que fait entendre le pied en se posant sur le sol. Le posé est l'instant où le sabot rencontre le sol. L'appui est le moment pendant lequel l'ensemble ou une partie du poids du corps se porte sur le ou les membres au sol. Le soutien est l'absence de contact d'un membre avec le sol. La projection est le moment pendant lequel aucun des membres n'est à l'appui. Le temps est la durée qui sépare deux battues successives. La foulée est la distance séparant deux posés successifs d'un même membre. Les allures naturelles sont exécutées d'instinct par le cheval. Le pas est une allure marchée à 4 temps égaux dans laquelle les membres arrivent successivement à l'appui. Pour un cheval, la vitesse moyenne du pas est d'environ 14 à 15 km à l'heure. Le trot est une allure sautée, symétrique, à 2 temps égaux par bipèdes diagonaux. Chaque battue est séparée de la suivante par une phase de projection. Le galop est une allure dissymétrique, sautée à 3 temps, dont une phase de projection. On distingue deux mécanismes, le galop à droite et le galop à gauche. Le reculé est une allure marchée, rétrograde, dans laquelle les membres se lèvent et se posent par bipèdes diagonaux. Le saut comprend plusieurs phases. La battue d'appel, la phase ascendante, le plané, la phase descendante et la réception. Les allures artificielles sont acquises par le dressage sur la base d'allures naturelles. Le passage et le pas d'école en sont les plus connus. Les qualités recherchées dans une allure sont l'énergie, la régularité et l'élasticité. L'activité se caractérise par la sensation d'énergie qui se dégage du cheval. Au-delà de ces premières impressions, la qualité d'une allure dépend de deux autres facteurs qui sont la cadence et le rythme. La cadence est la fréquence du posé d'un membre. En dressage, elle doit être la plus stable possible, quelles que soient les variations de l'allure. Le rythme est donné par la répartition des temps entre les posés des différents membres.
il est possible d'identifier une allure à l'oreille. En dessous de la région du genou, on trouve donc deux régions, la région du canon en avant, la région du tendon en arrière. Le canon est constitué essentiellement par un os, mais à la face dorsale, on voit glisser des tendons qui sont le prolongement des muscles que l'on a décrits dans l'avant-bras. Ici, c'est le tendon antérieur des phalanges, le tendon extenseur latéral des phalanges, pardon, et ici, c'est le tendon extenseur dorsal des phalanges que l'on trouve à ce niveau-là. Mais les tendons situés en arrière de la région du canon et qui constituent la véritable région du tendon sont beaucoup plus développés que les tendons extenseurs. Ce sont les tendons fléchisseurs et le ligament suspenseur du boulet. On va les présenter indépendamment. En arrière du ligament suspenseur du boulet courent deux tendons fléchisseurs qui sont volumineux. Le plus superficiel, le plus postérieur, ici, c'est le tendon perforé, que l'on reconnaît très bien à la palpation, car ses deux bords, latéral et médial, externe et interne, sont relativement tranchants. En avant du perforé, on trouve le tendon perforant, dont les bords sont plus mousses, car ils sont plus épais. On distingue très bien à la palpation ces deux tendons, là sur le membre à l'appui, mais bien entendu, ils sont encore beaucoup plus faciles à identifier lorsque le membre est levé, car grâce à la pression des doigts, de cette façon, on peut facilement les individualiser. Ici, je tiens le tendon perforé, plus en avant, je peux pincer, tenir le tendon perforant et suivre ce tendon jusqu'à la région du boulet, où il va être solidarisé au tendon perforé par deux choses, l'anneau du perforé d'une part, que je sens très bien ici, et la gaine digitale d'autre part, qui va brider ces deux tendons à la face postérieure du boulet. Bien entendu, cette région du tendon est très importante parce que vous connaissez la fréquence des lésions des tendons qui constituent les tendinites et qui sont des affections très graves sur le plan locomoteur. Ces deux régions, le canon en avant et le tendon en arrière, convergent sur la région du boulet. Cette région est centrée sur l'articulation métacarpo-phalangienne. C'est une articulation très importante qui est complétée en arrière par deux os grands sésamoïdes qui forment ce relief à la face externe et à la face interne du membre. De chaque côté de cette articulation, on peut sentir ici des vaisseaux, en particulier une artère, et lorsque la pression du doigt n'est pas trop forte, on sent le pouls artériel et on peut compter ce pouls à ce niveau. En arrière de la région, il y a toujours une petite formation cornée, ici, sous le fanon, c'est l'ergot que l'on peut sentir ici. Cette région du boulet, c'est une articulation, cette articulation du boulet, elle permet des mouvements amples de flexion et d'extension. Les mouvements de flexion se font surtout lorsque le membre est au soutien, comme c'est le cas ici. Les mouvements d'extension se font lorsque le membre est à l'appui, en particulier lorsque les allures sont relativement vives. Sous l'articulation du boulet s'étend la région du pâturon. Cette région du pâturon, elle est déprimée en arrière par un creux que l'on appelle le pli du pâturon. En réalité, elle correspond essentiellement aux deux premières phalanges qui s'articulent au niveau de l'articulation interphalangienne proximale qui est pratiquement à ce niveau-là. En avant du pâturon se prolonge le tendon extenseur du doigt qui va se terminer en regard de la couronne, comme nous le verrons dans un instant. En arrière du pâturon se prolonge le tendon perforant qui glisse sur la face postérieure des phalanges et qui va aller se terminer dans le pied sur la troisième phalange qui est contenue dans le pied.
Et sur la face latérale du pâturon, on voit courir ici une petite bride tendineuse, ici, qui est la bride du ligament suspenseur du boulet. En effet, ce ligament suspenseur du boulet va se terminer par deux branches, et chacune des branches va déléguer une petite bride qui rejoint le tendon extenseur dorsal ou extenseur antérieur du doigt à ce niveau-là. Et de la même façon, de chaque côté, on peut sentir des artères du fait de leur pulsation. Le pâturon se termine, est séparé du pied, le pâturon est séparé du pied par la région de la couronne. Cette région de la couronne, elle tient son nom au fait qu'elle fait le tour du membre et elle est caractérisée par un épaississement assez important ici sur toutes les faces du pied. Elle n'a rien de particulier si ce n'est qu'on peut y sentir, grâce à la palpation, des cartilages ici sur les deux côtés, à la face interne et à la face externe. Ce sont les fibrocartilages complémentaires dont il faut vérifier la souplesse, car ils peuvent, dans des circonstances pathologiques, s'ossifier. Le pied est la partie inférieure de chaque membre. Il est organisé pour supporter le poids du corps et amortir les chocs de la marche. Le bon état du pied doit être le souci constant de tout cavalier. La structure interne du pied comprend l'os de la couronne, dans le prolongement de l'os du pâturon, l'os du pied ou troisième phalange, et l'os naviculaire servant de poulie au tendon fléchisseur. Le coussinet plantaire, très élastique, a un rôle amortisseur primordial et la chair feuilletée réunit les parties vivantes du pied à la corne. Quand le pied se pose à terre, l'os du pied sous la pression du corps descend dans le sabot, puis, avec l'os naviculaire, il appuie sur le tendon fléchisseur, le coussinet plantaire et la fourchette. Le coussinet plantaire est comprimé par le poids du corps entre l'os et le tendon d'une part, la fourchette et le sol d'autre part. Son tissu très élastique part sur les côtés et vient buter sur les cartilages latéraux et vers l'arrière où il est maintenu par les glomes et la fourchette qu'il fait gonfler. Les feuillets de chair, enchevêtrés par milliers les uns dans les autres, amortissent la descente de l'os dans le pied en la ralentissant. Le pied et les tendons sont des zones fragiles. Le choix des terrains est très important pour préserver leur intégrité. Il est indispensable d'adapter son allure à la nature du terrain. La face inférieure du sabot est protégée de l'usure du sol par des fers. Ces fers sont posés par le maréchal Ferrand. La première des opérations effectuées est le parage de la corne, c'est-à-dire que celle-ci est raccourcie d'une façon égale pour assurer des aplombs corrects. Les fers neufs sont chauffés à blanc, de façon à les travailler facilement et les adapter avec une très grande précision au pied du cheval. Les fers sont ensuite cloués
à l'aide de clous spéciaux qui comportent en particulier une extrémité en forme de grain d'orge qui dévie le clou dans la corne et évite ainsi que celui-ci ne pénètre dans la chair. Les clous sont brochés et transformés en rivets. Le ferrage est une opération devant être renouvelée toutes les 6 à 8 semaines, davantage en cas d'une utilisation intensive. La ferrure doit être toujours en parfait état et régulièrement vérifiée et entretenue par le cavalier à l'occasion du curage des pieds par exemple. Au posé de face, le pied est dans le prolongement du pâturon, les rivets sont à la même hauteur, bien incrustés et l'épaisseur du fer est égale sur le pourtour. Au posé de profil, les rivets sont bien incrustés et le fer postérieur est légèrement plus épais en pince. Au posé de dos, la fourchette est bien dégagée et les fers dépassent légèrement vers l'extérieur des éponges. Au lever, le fer est bien droit sous le pied, la rive externe des éponges est à égale distance de la lacune médiane. Une pousse excessive de la corne peut avoir des effets extrêmement négatifs sur la motricité du cheval. Lorsque la corne dépasse la rive externe du fer ou lorsqu'elle éclate autour des clous, il est indispensable de faire procéder au remplacement des fers dans les meilleurs délais. Dans le cas où une sortie est nécessaire, il est recommandé de sonder le fer à l'aide, par exemple, d'un cure-pied.